Salut les pneus, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing d'un avion de collection. On va déballer ça tout de suite. Donc c'est un Dassault Breguet Super Étendard, donc un avion qui a été conçu par deux constructeurs tout simplement. Breguet qui est un petit peu moins connu que Dassault. Dassault forcément il a fait toute la série Mirage, Rafale maintenant. Il travaille sur le NGF, donc le SCAF. Le NGF c'est pour New Generation Fighter. Désolé pour mon accent anglais du cul. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. On va ouvrir ça. Voilà le fascicule. Voilà, ça c'est le problème, c'est que les fascicules souvent malheureusement ils sont un petit peu abîmés. Bon, dedans on y retrouve du coup les conditions générales de vente, un petit peu le personnel de chez Altaïa si je dis pas de conneries. C'est 2010. Je savais pas qu'ils avaient sorti ça, mais à l'époque j'étais pas encore passionné d'aviation à ce point-là. C'est arrivé vers 2012. Il parle des pionniers dans le domaine des moteurs à réaction. Par des choses que je connais en aéro, c'est surtout dû à des vidéos sur YouTube, parler avec des personnes aussi dans les meetings aériens, tout ça, et aussi avec ma grosse collection de bouquins et de fascicules en tout genre. Pas beaucoup de maquettes d'avions civils à présenter sur la chaîne, pour la simple bonne et unique raison, c'est que je dois avouer que c'est pas réellement ce qui me passionne. J'avoue, j'ai toujours adoré la chasse en elle-même. Et j'aurai quelques avions civils parce que là où, dans le domaine dans lequel je travaille sur de l'aviation civile, donc forcément en souvenir j'aimerais bien avoir quelques maquettes des avions sur lesquels j'ai travaillé. Pour l'histoire des sièges éjectables. D'ailleurs ça c'est un Gloster Meteor si je dis pas de conneries. Oui c'est un Gloster Meteor. Après le modèle, on va peut-être dire modèle 3. On va bien dire modèle 3. Et là l'avion, c'est bizarre, j'aurais bien dit un JU88 ou un... Ah oui c'est ça. Les membres d'équipage d'un JU88 allemand. Ouais. J'aurais dit JU88 avec la petite, les deux mitrailleuses à l'arrière de la verrière là. J'ai eu la chance de voir un vrai morceau de JU88 une fois en bourse militaire. Le mec voulait me la vendre 11 000. Bon après ça vaut ce prix là. Hein. Il a eu une demande d'un artiste, le mec voulait la prendre et la repeindre de toutes les couleurs. Enfin bref, j'ai pas trop compris le délire et le mec a du coup refusé de la lui vendre. Moi je trouve ça bien. Enfin voilà. Écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au déballage de la maquette en elle-même. Allez. Hop là. On va déjà sortir l'avion en lui-même. Voilà. Petit avion 1,72. Vraiment sympa en métal en plus. C'est vraiment super chouette. Au début en plus je pensais que c'était bizarre en fait qu'il y avait un réservoir de pétrole sur l'aile gauche et le missile Exocet à droite. Mais en fait, non, pas du tout. C'était comme ça que c'était mis. D'ailleurs, apparemment, c'était une sacrée galère à installer. Du coup, on a les points de fixation du coup pour le train avant et pour les trains principaux ici. Là. Ah, c'est marrant ça. C'est exactement les mêmes qu'ils ont fait. Les mêmes socles qu'ils ont fait quelques années plus tard. Ah, ça doit peut-être dater déjà. Ah oui, il y a facile 10 ans aussi. Sur les hélicoptères de combat. Moi, je pense que je vais le mettre en train d'atterrissage fermé vu qu'il est en vol. Bon, alors, la maquette, on va mettre tout simplement le socle. Moi, souvent, ceux-là, je les collais, moi, à la colle. Je vais remettre les cache-trains, du coup, dessus. Pour la galère, ça. Ça se voit que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et encore, là, c'est juste C'est juste à monter, hein, parce que en temps normal, moi je peins, je colle, je fais tout. À mon avis, ça doit pas pouvoir s'enfoncer plus, parce que si jamais tu veux changer la configuration de la maquette, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, on voit l'ergot qui fait chier en maquette, ça c'est une satanerie aussi, c'est pour ça qu'on utilise souvent en modélisme des limes à ongles
Mayday! Ici vol DC-132, demande priorité d'urgence pour atterrir. Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un passager au comportement suspicieux. Qu'est-ce qu'il y a, votre passager? Il y a un lime à ongles. S'il me crève les yeux avec sa lime à ongles, c'est qui va piloter l'avion? Ben moi, je suis capable de piloter l'avion. Ah, toi ta gueule. Je vais mettre la protection de train avant, si ça veut bien rentrer. Ah, voilà. Bon alors voilà. Truc et astuce. T'es pas maquettiste et t'as pas eu une seule fois ce tube de colle chez toi. Bon, premier truc à faire, c'est une mèche qui va mollo. Surtout tu se comprends comme un mongol comme je viens de le faire. Tu regardes si ça perle ou pas. Et t'es pas un vrai maquettiste si ça ne t'a jamais fait ce que ça me fait à moi. Là on va peut-être pas voir. Mais en fait ta colle elle a séché au bout du truc. La technique, alors c'est un manouche. Tu la prends avec tes grilles dents. Tu l'arraches, tu la crames comme ça. Ou alors tout simplement tu restes dessus. Hop là. Ça m'énerve. Voilà. Et là, boum. Et là normalement, la magie opère. Eh ben non, apparemment on veut pas. Coller là. Là mon gars, oui. C'est juste que je faisais des maquettes. Et en fait, je me foutais de la peinture et de la colle partout sur le doigt. Donc en fait, j'avais les doigts défoncés. Et ça me bouffait littéralement la peau. Hein. Donc voilà la petite maquette de super étendard fabriqué par Breguet et Dassault. Breguet est moins connu que Dassault. Il a fabriqué des avions assez connus, d'ailleurs beaucoup utilisés dans la marine nationale, dont l'ATL-2, le célèbre Atlantique 2, et un avion qui fait un bordel pas possible, qui a une tronche infernale. Je l'ai pas là, il me semble pas, sinon je vous aurais montré à quoi il ressemblait, ou au pire je vous mettrai une photo de l'ATL-2 de toute manière, et du Breguet Alizé. Je me suis renseigné, et en fait l'Hippocampe c'est bien la 11e flottille, donc j'avais raison, pour moi c'était pas la 17e. La 12e c'est un genre de canard, avec comme un klaxon dans les mains. Je mettrai pareil toutes ces photos là et tout. Et 17F, c'est un 17F, je sais pas ce que c'est. C'est un truc, faudra que je regarde plus attentivement, mais je sais pas ce que c'est. Je vais faire comme avec les miniatures. Je vais faire un plan en fait sur plateau tournant. Et après, je vais refaire des plans en fait, des photos avec des parties bien spécifiques de l'avion. Je vais vous faire ça. Et puis voilà. Allez, je vous montre ça. Premier point, le type d'avion. Avion de chasse, embarqué, capable du coup d'atterrir, décoller tout simplement sur base aérienne, ou surtout son objectif principal, le PA, le porte-avions. Envergure, on est sur du 9,6 mètres. L'envergure, c'est du saumon de l'aile gauche au saumon de l'aile droite, ou inverse, on s'en fout. L'envergure, c'est ça. La longueur du bout du nez de l'avion jusqu'au bout de la dérive, on est sur du 14,31 mètres dans la réalité. Pour ce qui est de la hauteur, on est sur un 3,90 m. Pour ce qui est de sa masse, on est sur une masse de 6 tonnes 5 à vide. Bon, pour ce qui est de la vitesse de notre petit bolide, on est sur du Mach 1.3, ce qui correspond à environ 1600 km/h. Bon, je pense qu'il faut aller taper un bon piqué pour les atteindre, parce que sinon ça va être... je pense un petit peu compliqué. Le plafond de vol, l'altitude max à laquelle l'avion peut évoluer, 15 500 mètres. Donc on est sur du 15 500 mètres, donc ce qui fait en général on multiplie quasiment par 3 pour l'avoir en pied, donc à une altitude d'environ 45 000 pieds à peu près. L'autonomie. Alors l'autonomie, sans réservoir, on va être sur du 850 km d'autonomie, ce qui en soi n'est pas forcément excellent. Après, d'où aussi l'avantage d'avoir souvent le porte-avions qui n'est pas très loin.
Ça, c'est l'avantage. La motorisation. Alors, pour ce qui est de la motorisation, on est sur un moteur Snecma Attar. Donc, c'est un monoréacteur, il en a qu'un. La poussée, on est sur un 5 tonnes de poussée. À titre de comparaison, le Rafale a 2 moteurs, pareil Snecma, M88, et on est sur du 7,5 tonnes de poussée par réacteur. Donc ça fait au total 15 tonnes de poussée pour le Rafale, donc ça fait 10 tonnes de plus de poussée, donc l'accélération n'est pas du tout la même, sachant qu'en plus le Rafale possède la post-combustion, ce que ce joli petit super étendard n'a pas. Au niveau de l'armement, votre joli petit super étendard, il a quoi? Et ben en fait il a tout simplement ici, je sais pas si on va pouvoir les voir, on mettrait des photos par la suite. Mais en fait ici il possède 2 canons DEFA de 30 mm avec 125 munitions, ce qui correspond à seulement quelques secondes de tir. 125 munitions sur des canons de cette époque à vélocité assez haute. Vous appuyez sur la gâchette, ça part très très vite, mais vraiment très très vite. Donc ça c'est pour le canon. Armement numéro 1. Armement numéro 2. Sous l'avion, vous avez 5 points d'emport. Hop là. Donc là, on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Là, je crois qu'il n'est pas représenté, mais ça va être tout simplement sous le fuselage. Donc ça lui permet d'emporter quoi? Soit tout simplement des réservoirs de carburant, le missile anti-navire, le fameux missile Exocet que la marine royale britannique connaît très très bien de la guerre des Malouines en 82 contre l'Argentine. Malheureusement, il y a beaucoup de marins britanniques qui ont fait la connaissance de ce missile qui a été conçu par la société aérospatiale, si je ne dis pas de conneries. Il peut aussi emporter des missiles RR. L'avion, il n'a pas été conçu pour le combat aérien, mais bien sûr aussi, et en plus, pendant la guerre des Malouines, le super étendard devait aussi pouvoir se défendre un minimum en combat aérien, donc du coup en combat canon, ou aussi en combat avec les missiles RR. Les missiles RR, c'est quoi? C'est des infrarouges, c'est des missiles Magic 2. Il peut embarquer des roquettes LR-150, des bombes à guidage laser ou non à chute libre, et aussi voilà du coup des réservoirs de pétrole. Et donc pour terminer en beauté, la France s'est dotée de l'arme nucléaire, et donc il est bien évident que cet avion peut la transporter. Donc en fait c'était la bombe nucléaire AN-52. Plus précisément au niveau de l'avion, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors en premier on peut retrouver ici dans le nez de l'avion ce qu'on appelle le radome. À l'intérieur en fait se trouve tout le système radar, où en fait devant vous avez, faudrait que je vous mette une photo, comme une espèce de, souvent c'est en forme de rond, et en fait c'est plein de petits capteurs, et ils peuvent s'orienter suivant l'avion, tu peux orienter le radar. Et en fait tous ces capteurs là, c'est eux qui envoient les ondes, et en fait par exemple si l'onde elle arrive, elle touche un avion, paf, en fait, l'avion ennemi va renvoyer l'onde, va renvoyer l'information à l'avion, et c'est comme ça souvent qu'il est détecté. Enfin, dans l'idée, c'est ça, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est ça. Alors ici, on peut voir ensuite une espèce de petite bosse ici. Alors là, c'est pas non plus hyper bien représenté, malheureusement, mais en fait, c'est, je mettrai une photo, c'est la perche de ravitaillement. Faut savoir qu'en fait, dans les missions à très très longue durée et à longue distance, le porte-avions n'est pas forcément tout près. Il peut aussi être à distance pour se protéger des attaques ennemies. Et du coup, on n'a pas forcément une base qui peut nous accueillir tout près. Donc en fait, il est important de pouvoir faire le ravitaillement en vol de pétrole. Donc sur tous les avions modernes, vous êtes équipé quasiment d'une perche de ravitaillement en vol. D'ailleurs, petit aparté, quand on fait le plein de l'avion au sol, on appelle ça un avitaillement. Quand c'est en vol et que l'avion n'est pas posé, c'est un ravitaillement. C'est là la différence entre avitaillement et ravitaillement. Donc ici, en jaune, on peut voir, c'est le système transpondeur, appelé IFF. Donc ça permet d'identifier tout simplement si l'avion que vous avez est potentiellement ami et référencé ou ennemi. Donc souvent dans la dérive, vous allez avoir beaucoup d'antennes radar. Donc là, ce que vous pouvez voir ici, c'est le récepteur d'alerte radar. Donc ici, tout en haut, ce que vous pouvez voir ici, c'est l'antenne de télémétrie. Et donc en dessous, on a l'antenne de la radio VHF.
Donc là, ce qui est aussi intéressant à voir, on se demande ce que c'est ici exactement. Donc ça, c'est le logement du parachute de secours. Il faut savoir qu'en fait, votre avion, il est fait pour atterrir donc sur un porte-avions, bien sûr. Donc en dessous, je sais pas si on la verra bien, mais en fait, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement la crosse d'appontage sur le porte-avions du coup Charles de Gaulle en France. Vous avez 3 brins. En général, si vous êtes très chaud, vous chopez le premier brin. Si vous êtes juste, vous chopez le 3e. Les 3 brins, ils portent des noms de... si je dis pas de conneries, je mettrai en photo avec leur nom. Ils portent des noms de dieux ou déesses grecs, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, l'avion est fait pour se poser sur porte-avions et choper ces brins-là. À savoir qu'il peut aussi se poser sur piste. Sauf que sur piste, imaginons vos freins, ils lâchent, etc. Ou si c'est en piste courte, ou en cas d'urgence, vous pouvez tout simplement déployer votre parachute de secours qui va immédiatement freiner l'avion. Du moins, c'est le but. Donc là aussi sur l'avion, ce qui est intéressant de noter, apparemment, donc là ils appellent ça dents de chien. C'est-à-dire qu'ici, vous avez du coup en fait le bord d'attaque n'est pas continu. Alors une aile, je vais vous faire le cours vite fait, ça va durer 2 secondes. Le dessus de l'aile, on appelle ça l'extrado. Le dessous de l'aile, on appelle ça l'intrado. Les bouts d'aile, on appelle ça les saumons d'aile. L'arrière de l'aile, on appelle ça le bord de fuite. Et le devant de l'aile, on appelle ça le bord d'attaque. Sur ce genre d'avion, du coup, vite fait, je fais un truc sur les commandes de vol. Ici, la partie qui est délimitée en rouge, c'est les volets. C'est un système hyper sustentateur, je vais jamais y arriver, qui fait qu'à basse vitesse ou en combat aérien, le fait de les déployer, ça va augmenter la portance. Quand vous volez vite, vous volez tellement vite que en fait, tout simplement, la portance, elle est équilibrée, mais à basse vitesse, forcément, votre poids commence à l'entraîner vers le sol, et donc en fait vous pouvez compenser ça en inclinant du coup l'avion, ce qui fait que du coup la surface à l'air est beaucoup plus grande. Là sous l'aile gauche, donc vous avez un réservoir supplémentaire de 1100 litres. C'est tout simplement ce qui donne une autonomie plus grande en fait à votre avion. Ça, si je dis pas de conneries, alors en fait vous allez avoir différents types de réservoirs de carburant. Là j'ai pas de maquette d'avion où je pourrais vous montrer la différence. Mais en fait, vos réservoirs supersoniques, donc en fait qui sont faits pour dépasser la vitesse du son, n'ont pas la même forme que des bidons subsoniques. Ils n'ont pas non plus la même contenance. Souvent, on les voit sur les Mirage 2000D, je mettrai une petite image. On a des bidons de 2000 litres, ils sont assez grossiers. Souvent, les bidons supersoniques sont plus petits et sont beaucoup plus profilés, beaucoup plus fins. C'est aussi une science aérodynamique que vous retrouvez sur vos coffres de toit, ce que vous mettez sur vos voitures aussi pour partir finalement en vacances. La forme et le placement que vous opérez sur votre véhicule est super important pour la consommation, pour la vitesse, et aussi en fait tout simplement, ça paraît peut-être con à dire, mais il y en a beaucoup quand ils mettent leur coffre de toit sur la voiture, ils disent oh bah c'est bizarre, j'ai consommé plus, oh bah je sentais ma voiture, elle bougeait beaucoup plus. C'est normal. C'est pas pour rien qu'il y a des placements prédéfinis. Tout ça, c'est calculé. Donc là, en dessous, la petite antenne jaune qu'on peut voir, donc c'est ce qu'on appelle le TACAN. C'est donc encore un système d'aide à la navigation. Et normalement, juste en dessous, on devrait avoir ce qu'on appelle sonde pitot. Alors, la sonde pitot, vous retrouvez ça aussi sur les voitures de course. Malheureusement, là, ils ne l'ont pas représenté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous sortir une voiture de course. Donc voilà, je la ressors pour l'occasion. En fait, donc la sonde pitot, vous devriez avoir cette antenne-là qui est du coup sous l'avion. En fait, comment expliquer? C'est un système, c'est une toute petite, comme une toute petite antenne où en fait, au bout, elle est percée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand votre véhicule, que ce soit votre avion ou votre voiture avance, de l'air s'engouffre à l'intérieur. Et en fait, il va venir faire une pression sur un petit solénoïde. Et en fait, votre appareil va calculer la pression qui est exercée dessus. Et en fait, la pression va, elle, transmettre une information à un instrument. Et en fait, par rapport à la pression exercée, la pression, elle va indiquer une certaine vitesse. Et c'est comme ça, en fait, que vous avez votre vitesse qui est calculée. Et en fait, c'est un système qui est super, super précis.
Et à noter aussi, sur les voitures, je ne sais pas si c'est le cas, mais sur les avions, vous avez une réchauffe qui est sur la sonde pitot. C'est pour ça que souvent, quand on la voit, des fois, elle est un petit peu brûlée au bout, elle semble brûler. C'est parce qu'en fait, il faut savoir qu'en très haute altitude, pour ce qui est des avions, des fois la température peut descendre à moins 50 degrés. Et il peut y avoir du givre qui vient se mettre dessus. Donc en fait, vous avez tout simplement un système de réchauffe qui va venir la chauffer et faire fondre le givre ou la glace qui est dessus. Parce que je vous dis pas le délire, si vous êtes tout là-haut, il fait moins 50 degrés, vous avez du givre et d'un seul coup, vous avez plus votre vitesse d'indiquer sur l'avion. C'est quand même frustrant, je pense. Bon, bon, alors il va être temps de faire du coup l'outro de cette vidéo. Conclusion, c'était une maquette qui était à l'époque à vendre à 13,99 €. Moi je l'ai eu dans un petit magasin du Havre, du coup pour seulement 10 €. Donc clairement l'avantage pour un prix comme ça, c'est que vous allez avoir une maquette à la taille, à l'échelle 1,72 en métal, qui est quand même très bien détaillé, il manque quelques antennes etc. et tout. Après il faut savoir aussi que c'est des modèles grand public, que beaucoup d'enfants aiment les avoir, donc ils vont jouer avec, ils vont péter des trucs et tout. Donc voilà, il faut savoir aussi que pour un prix de 13 €, enfin 14 €, vous ne pouvez pas avoir la même qualité que si vous achetez par exemple un kit en maquette à faire vous-même, un kit ou un 72e de super étendard, suivant la marque, vous allez facilement tourner autour de, je dirais, entre 15 et 40 €, suivant les marques. Sachant que du coup, vous n'avez pas la peinture, vous n'avez pas les produits, la colle, tout ça, des fois, suivant la marque. Donc voilà, les avantages, c'est ça. Maintenant, voilà, moi j'étais content de l'avoir, j'adore faire des maquettes. En ce moment, j'en fais pas, c'est stand-by. J'ai vu le super étendard. Je fais la collection de tous les avions de chasse français, de la marine nationale et de l'armée de l'air, donc forcément si je peux avoir un super étendard pour 10 €, même moi qui fais des maquettes, je vais pas cracher dessus, voilà. Donc ça c'est un modèle que vous pouvez peut-être certainement retrouver sur eBay, dans les bourses miniatures et maquettes, chez les revendeurs et tout. Donc voilà, si vous le trouvez qui vous intéresse et que vous le trouvez clairement à bon prix et que ça vous intéresse un minimum, sautez dessus. Donc voilà quoi. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser une critique, qu'elle soit positive ou même négative. Bon, bien sûr, si elle est négative, évitez de dire c'est juste ouais, c'est de la merde, des vidéos, machin, c'est mal expliqué, machin. Plutôt que de râler, expliquez-moi là où je pourrais améliorer les vidéos, c'est bien le but. Ça reste une passion, donc voilà, le but c'est de passer un bon moment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je pourrais peut-être enlever qui paraissent inutiles, et si j'aurais peut-être des choses que j'aurais pu dire, tiens, t'as oublié ça et tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, partager, ça serait, ça serait sympa que la chaîne grandisse. N'hésitez pas aussi, je mettrai en lien dans la description les réseaux, donc le Insta, un salon par thématique, et aussi pour les jeux vidéo, si ça vous dit qu'on se fasse une partie de War Thunder ou même de simulation aérienne ou de tout ce que vous voulez, ou même des jeux que j'ai pas ou des simulateurs, vous pouvez vous retrouver entre vous en fait dans le serveur Discord. Sur cette belle fin de vidéo, je vous laisse, et puis écoutez, je vous dis à la prochaine les pneus, allez, ciao, bye bye.